Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 22 novembre de l'année 2015, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bel et bien sur la meilleure des fréquences en bande FM 88.6. Vous avez raison puisque c'est l'heure de l'émission 4 sur table. Le Bénin avance à grands pas vers l'élection présidentielle de 2016. Les candidats potentiels à ce scrutin se dévoilent au fur et à mesure que l'échéance approche. Une flopée de candidats sera donc sur le standing block. Certains n'ont même pas encore de programme politique à offrir aux citoyens. C'est ce qui explique d'ailleurs la faible vitalité de la pré-campagne électorale et à 2 mois du premier tour de la présidentielle. Dans le même temps, ceux qui ont les reins solides organisent depuis quelque temps des tournées politiques dans les villes et des campagnes. L'ancien ministre député à l'Assemblée nationale Bonaventure Aké Natondé est candidat à la présidentielle de 2016. Le président du Congrès pour le développement et la solidarité CDS Finayon a très tôt pris ses responsabilités. Aké Natondé a affiché ses ambitions pour succéder à Boni Yahi en avril 2016. Empêché à la dernière minute, il a donc dépêché un des membres du bureau national pour parler donc du parti et bien sûr de sa candidature. Nous avons donc dans ce studio M. Mathias Dancy, deuxième vice-président du parti CDS Finayon, membre de la coordination de campagne du candidat Aké Natondé. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 bonnes minutes. Monsieur Mathias Dancy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la rédaction de Aussi FM. C'est pour la première fois que vous venez dans ce studio. Tout à fait, la première fois. Tout à fait, voilà. Alors, nous allons donc démarrer cette émission, puisque nous avons 1h30 minutes, 1h donc bien sûr pour échanger avec vous, et puis 30 minutes pour répondre aux questions donc, des auditeurs qui sont nombreux à écouter cette émission tous les dimanches à partir de 9h. D'abord, comment se porte actuellement votre formation politique, le Congrès pour le développement et la solidarité, le CDS Finayon? Merci, je vous remercie très chaleureusement et je profite de l'occasion pour remercier tous les auditeurs qui prêtent oreille attentive à votre radio. Le CDS, le parti CDS Finayon se porte très bien, un parti qui tient régulièrement ses assises statutaires et qui remplit toutes les conditions d'existence d'un parti tel que la Constitution l'a recommandé. Nous nous portons bien. Nous avons de l'énergie, nous avons des militants derrière et nous avons décidé d'évoluer plus loin. Et c'est ce que vous constatez. Voilà. Alors, êtes-vous toujours de la mouvance présidentielle? Nous sommes de la mouvance présidentielle, mais l'existence, notre présence dans la mouvance présidentielle ne nous empêche pas d'affirmer notre autonomie. Nous avons une certaine capacité avant de naître et nous sommes prêts à la démontrer même en étant membre de la mouvance présidentielle. Être membre d'une mouvance n'interdit pas l'autonomie d'un parti. Voilà. Mais vous n'avez pas attendu justement la décision de la mouvance présidentielle à laquelle vous appartenez, donc avant d'annoncer la candidature du ministre Aké Natondé pour la présidentielle. Est-ce que c'est pas, disons, la discipline du groupe exige quand même qu'on informe le chef de l'État par rapport à la mouvance présidentielle quand même? Non, vous savez, une alliance est remplie de tout. Des gens de toute capacité. Lorsque vous êtes dans une alliance, c'est des structures politiques. Et normalement, à un moment T, on doit permettre à toutes les structures, tous les partis d'aller faire un congrès pour décider de leur position face à la prochaine élection présidentielle. Bon, on n'a pas eu ça. Et nous avons pris la décision d'aller en Conseil national, d'analyser notre vie politique, nos actions. Nous avons analysé le pour et le contre. Et ce n'est pas le président Aké Natondé qui s'est fait volontiers candidat, c'est l'ensemble des partis politiques et de plusieurs autres mouvements, de plusieurs autres forces politiques qui nous ont amenés à décider d'être candidats. Nous ne l'avons pas caché. Nous ne l'avons pas caché, ce n'est pas de l'indiscipline. Nous sommes allés expliquer à notre chef, le président de la République, et le docteur Thomas Boni Yahi, que nous avons l'ambition, nous avons demandé à notre à notre président, d'aller expliquer au président de notre alliance que nous, à notre sein, nous voulons aller aux élections présidentielles. Donc vous avez le feu vert du président Boni Yahi? Nous l'avons informé. Et s'il n'y a pas de feu rouge, c'est qu'il y a des feux verts.
Ça. Mais en tout cas, le mot qu'on puisse dire, monsieur Dancy, c'est que c'est un acte de courage qui vous démarque de ceux qui, vous le savez, attendent toujours le mot du chef de l'État avant de s'affirmer, parce que vous attendez, vous avez vu un peu ce qui se passe sur le plan national, surtout au niveau de la mouvance présidentielle. Nous attendons le mot du chef de l'État avant alors le président Boni Yaye en fin de mandat. Alors, vous avez quand même ce courage-là. On se demande d'où vient ce courage. Oui, ce courage, parce que quand on se bat, on est obligé d'avoir du courage. Oui. Tout ce qui attend la décision du chef de l'État, ceci, vous savez, une alliance, ce n'est pas une seule personne. Si une seule personne pouvait diriger toute une nation, toute une alliance, on n'allait pas parler d'alliance. Parce qu'il y a un regroupement de plusieurs autres forces politiques. C'est de l'hypocrisie politique. Ah oui. Sinon, tout le monde sait ce qu'on peut faire. Ce qui est important, ce qu'on doit faire à chaque étape. Et en matière de planification, lorsque vous ratez une étape, c'est que vous échouez déjà. Dans une alliance où on ne prépare pas un projet de société, on laisse les individus réfléchir à eux seuls, de sortir un projet de société qu'on va présenter pour toute une alliance à 3 mois ou à 4 mois des élections. Franchement, moi, je dis avec beaucoup de modestie que ça relève de l'hypocrisie politique. Il faut donner de la valeur aux candidats. Il faut donner la liberté à tous ceux qui sont candidatables de se préparer et de venir exposer leurs capacités. Ce n'est pas dans la foulée qu'il faut rechercher les gens. Ça doit être fait depuis 2 ans, 1 an. Vous voyez, on doit donner liberté à chaque force politique composant l'alliance de se préparer pour revenir en compétition. C'est pas comme ça va se passer. Voilà. L'engagement du CDS finalement signifie qu'il est prêt justement à affronter quiconque sur le terrain et même les FCBE. Est-ce que sur le terrain vous allez combattre le candidat des forces Kori pour un Bénin émergent? Attention, c'est quel candidat? Moi je ne sais pas le candidat des forces Kori pour un Bénin émergent. Ah oui. Dites-moi, parce que je ne sais pas. Mais il y a les premiers qui vont s'organiser. D'abord je vous dis que par rapport à votre première question, nous sommes totalement prêts. Nous avons de l'énergie. Nous voulons aller très 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 loin avec notre candidature. Me demander de parler d'un candidat de FCB. Je ne suis pas contre un candidat de FCB. Nous sommes les mêmes. Mais chacun est candidat dans sa structure, selon sa vision politique. Si moi je suis dans un groupe et que dans le groupe, ça veut chavirer et qu'on ne prend pas vite les responsabilités, moi je dois me sauver moi-même. Moi, parler d'un candidat de FCB aujourd'hui, c'est du non-lieu. Ah oui? Oui, du non-lieu parce que vous... Mais il y a des primaires, il y a des candidats. Non, monsieur le journaliste, ah oui? Les primaires, tout ce que vous citez là, n'a pas encore accouché d'un candidat officiel, ce n'est que des rumeurs. Ah oui? Oui, ce n'est que des rumeurs. Et si même ces rumeurs se confirment, moi ici dans votre studio, je ne peux pas faire la suscitation de candidats. Je ne peux pas faire, je ne suis pas venu ici pour susciter la candidature de qui que ce soit au sein du FCB. Je suis venu ici pour parler, vanter, présenter tout ce qu'il y a autour de mon candidat. Oui, mais je dis, il va partager les mêmes visions, les mêmes idéaux avec le chef de l'État, avec le FCB. Est-ce que je voudrais combattre justement si éventuellement il y a un candidat à l'FCB sur le terrain? La vision du chef de l'État. Oui. 10 ans durant, il a présenté sa vision. Nous l'avons soutenu, le pied ferme, nous l'avons accompagné. Nous ne sommes pas contre le chef de l'État. Nous ne sommes pas contre le chef de l'État. Mais s'il y a un candidat qui ne répond pas, ne nous demandez pas avec force, obligation de... Non, quand même. Nous ne sommes pas nés de la dernière lune. Mais justement, on annonce quand même, peut-être c'est une parenthèse, M. Dancy, il a la candidature du Premier ministre de l'Institut. Au même moment, il y a donc le premier au niveau de FCBE. Est-ce que c'est tout cela qui vous a, disons, fait fuir? Je ne dirais pas que vous avez fui, mais en Afrique, vous avez pris vos responsabilités très tôt pour pouvoir éviter cette cacophonie, ce café qui s'installe actuellement au niveau des forces Kori pour le Bénin émergent. Moi, je peux jurer les mains à la poitrine que, avant même de parler de notre candidature, je ne savais pas s'il y a quelqu'un qu'on appelle Lionel Zinsou. Ah oui. Ça, c'est un béninois de base qui vous parle. Je ne savais pas, pour faire des calculs sur lui et fuir à cause de lui. Pas du tout. Et je suis sûr que lui aussi ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Et j'ai été pendant 12 ou 13 ans élu local à la base dans cette nation béninoise. Il ne me connaît pas, je le jure. Il ne me connaît pas. Je ne l'en veux pas pour ça. Donc, notre départ, pas départ du tout, notre responsabilisation, le fait pour nous d'avoir pris notre responsabilité n'est pas une fuite. Ce n'est pas une fuite parce que nous sommes allés informer. À moins que le candidat ne nous dise pas la vérité, nous l'avons investi d'aller rencontrer le chef de l'État et lui dire notre vision qu'il soit candidat. Et il est revenu nous dire qu'il est allé le faire.
Le chef de l'État n'est pas contre. Alors, parler d'un candidat Premier ministre. Oui, mais justement, comment vous voyez ça? Il y a les premiers au niveau des FCB, au moment où le chef de l'État accompagne le Premier ministre au nom pour vanter ses mérites, pour dire voilà, pour sans doute le prochain président. C'est quel disons, je ne dis pas non désordre, mais on ça ne va pas du tout au niveau Non, moi je ne vais jamais critiquer le chef de l'État sur une antenne parce que c'est un président que j'ai respecté et que je respecterai toujours. Même dans la boude. La boude? Ça veut dire quoi la boude? Même si commet des erreurs, vous allez... Non, si vous soutenez quelqu'un qui commet des erreurs, on ne l'attaque pas publiquement. C'est ça. On va le rencontrer pour lui expliquer ses erreurs. C'est ce que le proverbe Bariba dit. Celui qui est en train de danser au milieu de la troupe ne sait pas comment tourne sa fesse. C'est après la danse que tu lui dis, au moment où tu dansais, tu as fait ci, tu as fait ça, prochainement améliore ça dans tel sens ou dans d'autres. Moi, je ne peux pas critiquer ou attaquer le chef de l'État. La guerre d'aujourd'hui n'a rien à faire avec la personne physique du chef de l'État. Il a fini de gérer. C'est entre eux, quoi. On a besoin d'un nouveau chef d'État qui devrait accepter de conduire tout le Bénin comme les Béninois le veulent. Pourquoi parler encore de tout ça là? Non, le président, il veut se reposer. Il a dit qu'il va même se reposer et enseigner, c'est-à-dire aller à l'église. Vous croyez quand même à la candidature du Premier ministre, Léon Zizo, avec tout ce qui se passe? Je ne peux pas croire à quelque chose qui n'existe pas. Oui, parce qu'une candidature présidentielle, attention, nous sommes au Bénin, et le Bénin est un pays démocratiquement éveillé, démocratiquement mûr. Et à 3 mois, 4 mois, celui qui veut être candidat ne peut pas le dire lui-même. Et même l'alliance qui veut la proposer n'est pas en train d'apprendre. Et on dit candidat, je ne peux pas répondre à des gens d'ombre. Je ne peux pas m'engager dans des affirmations sur des personnes, des candidatures d'ombre. Jusque-là, c'est encore des candidatures d'ombre. Le Congrès pour le développement et la solidarité du ministre Akin Atondé dispose de quel électorat pour gagner les élections prochaines? Akin Atondé, d'abord, avant même d'entrer en politique, a créé une université qui dispose de plusieurs centres qui est répartis dans tout le Bénin. Donc, sans sa vie politique, il dispose d'un monde fou de jeunes qui ont fini même de grandir et qui arrivent toujours parce que l'université continue de vivre et de former des gens. Tout ce beau monde-là connaît le candidat Akin Atondé. Après ce monde étudiantin, il y a aussi que Akin Atondé a été plusieurs fois élu député à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas de n'importe quoi. Il a mérité, le peuple le connaît. Le roi de Niki le connaît. Le roi de Séméré le connaît. Le roi d'Abomey le connaît. Dans tout le Bénin, Akin Atondé est bien connu. Surtout pour avoir été ministre plusieurs fois dans le gouvernement de Dr Boni Yaye. Il ne manque d'aucune base pour aller dire au peuple béninois, je veux vous diriger, je veux te diriger. Donc, électorat, c'est pas ça qui fait problème, c'est le travail. Parce que quand vous avez un électorat, il faut structurer vos actions, il faut mettre de la stratégie pour atteindre tout le monde, pour ne pas permettre à un autre de vous devancer. C'est ça. Oui, parce que, enfin, ça bouge comme des boules. C'est pas parce que vous êtes connu et que vous n'allez pas travailler pour dire que vous avez un monde derrière, vous allez vous coucher pour dire que vous avez un monde derrière, attendre être élu. Non. Et nous voulons être élus. Je le précise, nous voulons être élus à la tête de ce pays. Ah, ça c'est sûr. Oui, ce n'est pas, j'avais dit dans mes déclarations quelque part, que ce n'est pas une candidature de sous-traitance. Ah oui. Non, c'est une candidature de toutes les compétences. C'est une candidature de toutes les compétences. Et des révélations vont paraître bientôt. N'est-ce pas? Oui, vous avez sans doute osé, il ne faut pas se le cacher, M. Mathias Dancy applaudir le retrait de la candidature du député Jean-Guy Yawedo. Il était annoncé justement pour vous titiller un peu dans la 24e circonscription électorale. Apparemment, ça doit faire le nid, mais je dis à votre parti pour pouvoir gagner un peu la 24e circonscription électorale. Non, d'abord le député Yawedo, avant tout, est notre frère. Nous sommes de la même famille. En politique, il y a des frères. Nous sommes de la même famille. Oui. Nous sommes de la même famille. Tout à fait. Et nous partageons pratiquement le même électorat au Bénin. Oui. Je ne dirais pas dans une région donnée. Si quelqu'un qui partage le même électorat que vous décide de se retirer, c'est qu'il veut vous aider.
naturellement, il veut aider nous qui sommes ses frères. Donc, Yawélo veut accompagner Même s'il n'ouvre pas la bouche pour le dire, ça se lit. Ah bon. S'il voulait combattre son frère, il a d'être candidat. Mais il est de l'Alliance et de la Renaissance du Bénin. Il a son parti que je respecte bien, lui-même je le respecte, ce n'est pas une petite personne, il ne se lève pas pour dire de n'importe quoi, il a beaucoup réfléchi, vous avez entendu tout ce qu'il a dit à la télé. Oui, mais s'il a retiré sa candidature, c'est que il demande donc à son électorat de ne pas voter pour lui et de choisir pratiquement, et il ne force plus quelqu'un. Et dans ce beau monde, dans cet électorat que nous partageons, nous sommes tellement sur au moins 25%. Même si les 50% n'arrivent pas vers nous, au moins 25% iront vers nous. Donc c'est de la joie. Et je les félicite. Et j'invite beaucoup d'autres candidats qui manquent certainement d'assises ou bien qui n'ont pas trop de raisons d'évoluer, de faire la même déclaration que lui. Et de se positionner vite avant que nous n'arrivions. Mais justement, quelle lecture faites-vous de ce retrait qui a surpris quand même plus d'un, parce que quand on le voit, il est quand même très populaire dans la 24e circonscription électorale. On a vu également pendant les élections législatives et communales. Et se retirer tout de go comme ça, est-ce que c'est des calculs politiques Vous savez, l'honorable Janvier, avant d'être politicien, est un savant. C'est un homme de grande intelligence. Il possède la science. On ne peut pas reprocher à l'honorable Janvier Aweteou d'avoir réfléchi pour parler. Retirer, c'est pas qu'il a peur. Il a fait ses calculs. Vous savez, le président, paix à son âme, Mathieu Gréco a dit, pour aller à une élection présidentielle, il y a des années, il faut au minimum 1 milliard. Aujourd'hui, là, qui peut dire combien de milliards il faut pour aller aux élections? À quoi ça sert de gaspiller tout ça là? À quoi ça sert de gaspiller tout cela si on est capable d'aider quelqu'un d'autre à aller au pouvoir? Il a tout dit. Il n'a pas envie, pour envie, il a jaugé. Il a jaugé son projet et il a décidé en constatant sa base, en analysant, il a d'abord fait beaucoup, il a traversé beaucoup d'étapes avant de venir dire au peuple béninois qui n'est plus partant. C'est très bon. C'est comme ça, il est honnête. Il pouvait garder cette candidature et faire du désordre avec ça dans le pays. Maintenant, il est calme et il analyse comme tout le monde. C'est sûr qu'il aura un choix. C'est sûr qu'il aura un choix. Je prie vraiment vivement, je le prie vivement que ce choix-là soit le nôtre. Et là, ce sera le c'est une manière de lui faire la cour. Oui, je vais lui faire la cour. Je vais lui faire la cour. Je vais le déranger pour ça. C'est ça. Je vais le déranger pour ça. Alors, venons en maintenant à votre projet de société, monsieur Mathias Dancy. Qu'est-ce que le CDS Finagnon propose de nouveau aux populations? Parce qu'on en a tellement eu des projets de société. Chaque candidat vient, il énonce bien sûr les points. Alors maintenant, vous, qu'est-ce que vous proposez de nouveau donc, aux populations? Non, il faut faire observer, chers journalistes, qu'au Bénin, beaucoup de candidats se lèvent sans projet de société. Et qui vont faire, ils ne font pas une production. Parce que le projet de société, c'est une rédaction de longue haleine. On ne se jette pas. On ne se jette pas devant, on ne se lève pas un jour pour dire j'ai un projet de société. Quand vous dites que vous avez un projet de société, vous donnez, les gens fuient. Ils vont voir le contenu. Notre projet de société est un projet d'abord qui dispose de 3 grands axes. Le premier axe là fait une alliance, fait une liaison entre le développement économique et le progrès social. Le développement économique et le progrès social. Oui. Lorsque vous faites le développement économique, il faut tenir compte du social. Et là, nous voulons associer, nous voulons responsabiliser, nous voulons prendre pour acteurs les familles les plus pauvres comme acteurs du développement. Sans les familles les plus démunies qui disposent quand même de capacités, on ne peut pas développer ce pays. On ne peut pas développer ce pays. Il faut mettre tous les Béninois au travail, en mouvement. Ça va nous permettre de rompre désormais la chaîne de pauvreté entre les générations présentes et celles futures. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre, pendant notre gestion, on va vous doter d'une certaine capacité. En responsabilisant les mères de famille, on va donner une certaine capacité aux mères de famille qui vont, en combinaison avec le père de famille, disposer d'une entreprise familiale. Ah oui. Oui, une entreprise familiale qui va donner, qui ne va plus obliger les enfants après les études d'aller nécessairement courir derrière la fonction publique.
La fonction publique, tout le monde veut rentrer dans la fonction, malgré que c'est saturé. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Personne ne veut travailler. On veut aller mettre les vestes, accrocher aux chaises, rentrer, faire ses affaires, revenir toucher le salaire à la fin du mois. Ça ne produit rien, ça ne donne rien. C'est de l'hypocrisie. Nous nous trompons nous-mêmes. Tout le monde veut être fonctionnaire. Et les fonctionnaires, ils ont des affaires. Et le président Kenaton veut combattre ça. Nous voulons combattre. Nous voulons combattre parce que dès lors que dans une famille, vous disposez d'une structure, une entreprise qui peut consommer vos propres enfants, c'est fini. Le problème de chômage est réglé. Et quand le problème de chômage est réglé, comme le chante notre artiste Sagbo, tous les problèmes sont réglés pratiquement. Vous allez bien manger, vous allez assurer votre santé, vous entretenir et vous allez faire votre petit progrès. On n'a pas besoin d'avoir des milliards avant de vivre sur terre, mourir. Le minimum social commun, c'est de ça qu'il s'agit. Et à travers les familles démunies. Les familles démunies. Nous voulons empêcher désormais que les Béninois, quelle que soit leur capacité, leur niveau, puissent d'une manière ou d'une autre détourner les ressources publiques pour devenir de grands riches. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Dans une société où les gens sont totalement pauvres, beaucoup de gens d'ailleurs, près de la moitié de la population est pauvre, on voit une minorité qui développe une certaine richesse. Des gens construisent 5, 10 immeubles, alors que le petit Béninois a besoin d'une entrée couchée et un petit salon pour bien faire, pour mener sa vie. Il n'en trouve pas. C'est une inégalité économique à détruire. Ça n'arrange pas le Béninois. C'est de ça que nous souffrons. Notre pays a besoin d'aller au fond. Il ne faut plus aller importer des produits de société pour dire que nous avons... Il faut, avec la complicité des experts, la complicité de tout le monde, faire des enquêtes. Mettre des stratégies en œuvre pour produire des résultats, les vrais résultats de notre développement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sur le plan économique. Et justement, sur le plan social, votre projet de société dit quoi concrètement? Assister donc les familles, vous l'avez si bien dit. Oui. Est-ce que vous allez faire également comme Bouli Yahi, partager les 30 000 francs aux pauvres femmes et puis après, bon, voilà. Justement, ça ne sera pas du papa bonheur. Non, ça ne sera pas du papa bonheur, mais nous allons responsabiliser les mères de famille. Nous allons les responsabiliser. Et il y aura une allocation familiale mensuelle. Ah bon? Oui, sur des conditions bien précises, avec des résultats. Est-ce que nous avons les moyens de notre politique? On en a. Oui. On en a. Tout ce que nous détournons et tout ce que nous partageons en microcrédit aujourd'hui suffit d'abord pour alimenter toutes les familles. Oui, on en a. On va mettre un groupe composé de tous les ministres intervenants dans ce domaine, les élus locaux, et on va identifier, avec l'aide de certaines ONG sérieuses, on va identifier dans chaque commune et dans chaque village les familles les plus démunies. Et on va étendre leur capacité de production. Et on va leur donner des moyens. Dès que dans une famille, la santé est assurée, l'éducation est assurée, je voudrais parler des frais de scolarité, contributions. Si tout ça est assuré, on va voir émerger des cadres bien formés. Et ces cadres-là vont revenir travailler dans la même famille. C'est-à-dire qu'après ça, on va donner la possibilité, un peu comme le fait le président Yahi Boni, de faire une microfinance pour alimenter des micro-entreprises qui vont devenir des macros. C'est comme ça qu'on doit devenir homme d'affaires. Justement, qu'est-ce que le Congrès pour le développement et la solidarité du ministre Aki Nantoni propose concrètement à la jeunesse? Parce que le chômage, vous savez, le taux de chômage est tellement élevé, on se pose des questions. Qu'est-ce que concrètement vous proposez à la jeunesse? Parce que tout le monde parle de la jeunesse. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui sera fait pour la jeunesse béninoise? Non, la jeunesse, d'abord, le premier cadeau à donner à la jeunesse, c'est une formation sans fraude. Il faut bien former la jeunesse. Une formation ayant pour adéquation qui aura son point de chute dans le marché d'emploi. Lorsque vous êtes journaliste, bien compétent au micro, devant les caméras, on vous place quelque part pour dire de suivre de gérer les animaux d'un parc. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Et aujourd'hui, les jeunes
quand ils sont bloqués et tout le monde est bloqué, et on ferme les yeux 5 minutes, aujourd'hui dans le pays, là, qu'est-ce qui marche? Lorsque vous voyez quelqu'un vendre les ordinateurs et que ça lui marche bien, vous n'avez pas la prédisposition, vous n'avez pas cette culture, vous vous jetez directement dans ce que l'autre fait, en créant des concurrents déloyaux. Ça là, c'est ça qui nous recule. D'abord, vous tuez son marché, vous gâchez tout et vous revenez à zéro. Lui aura alors d'autres difficultés avant de te remettre, de te combattre. Donc nous allons, sans trop bavarder, doter notre jeunesse d'une formation de qualité et une ressource humaine riche, en bonne santé. La jeunesse, il faut réussir à soigner la jeunesse, les nourrir et enfin leur assurer le plein emploi. Je disais tout à l'heure, vous avez pensé que c'est juste un programme. Il faut que chaque famille, dans chaque foyer, on arrive, le père de famille, la mère de famille, depuis leur, arrive à identifier un projet qui puisse servir la famille elle-même d'abord. Vous êtes dans votre maison et c'est seulement vous qui allez acheter du piment, vous achetez du sucre, vous achetez tout parce que vous avez un petit salaire, vous êtes fonctionnaire. Oui. Mais qu'est-ce que les gens viennent acheter chez vous? Voilà des défauts, voilà les vices qui nous ruinent aujourd'hui chez nous. On doit apprendre à notre jeunesse à se débrouiller dans l'honnêteté, à créer son champ d'emploi, attendre les jours, les lancements de concours, espérer le concours, espérer une place dans la fonction publique, c'est une erreur parce que moi je vois entre griffes la vie dans la fonction publique, l'emploi. C'est comme des gens, des réfugiés, des gens qui sont en train de fuir les responsabilités et qui vont s'agglutiner là-bas. Qui vont s'agglutiner là-bas, ils ne font pas bien ce qu'ils doivent faire. Il y a beaucoup de choses qui les empêchent de produire leur propre. Et ils sont là. C'est des réfugiés. Ils ont fui leurs responsabilités. Ce qu'ils doivent eux-mêmes faire pour contribuer dans le progrès, dans le développement économique et social. Et on les met dedans. Ça. Beaucoup de gens ont compris. Ouais. S'il y a eu beaucoup de journaux aujourd'hui, là, c'est parce que déjà, les journalistes, dans leur domaine, ont compris qu'ils peuvent, à travers leurs connaissances, créer une entreprise et vivre de ça. Honnêtement. Ouais. C'est ainsi que dans chaque domaine de formation, nous allons aider, nous allons amener les jeunes à produire leur propre entreprise, à créer leur propre entreprise et se nourrir, se donner du salaire et payer du salaire à d'autres. C'est ça. Justement, le président Akhenatonde a initié des projets de loi sur lui réglementant justement les cautions et avances sur loyer dans le domaine de l'immobilier et a retenu l'attention quand même de beaucoup de Béninois. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est un projet pour la campagne? Non, pas pour la campagne. C'est à ce niveau que moi j'ai toujours d'admiration pour le président Akhenatonde. Ah oui. Et c'est comme ça qu'un homme doit grandir. Pour grandir là, il faut finir de réussir. Il faut réussir d'abord dans ton foyer. Se débarrasser des petits problèmes du foyer. Créer son entreprise, réussir. Quand tu finis de réussir à ces deux étapes-là, tu confies ça à des gens. Et tu paramètres, tu fais du faire. Mais quand il a fini de faire tout ça, il a commencé par penser maintenant. Il a pris la place du Béninois le plus pauvre, ceux qui souffrent le plus, et il cherche des solutions comme si c'est lui-même qui vit ces problèmes-là. C'est comme ça qu'il est allé à la proposition de la loi sur la location. Imaginez, monsieur le journaliste, vous n'avez pas de maison. Vous avez besoin d'une maison. Vous disposez seulement de capacités pour payer les frais mensuels. Et on vous impose 1 an d'avance. Pour justifier quoi? 1 an d'avance. Comment le riche va obliger le pauvre à lui donner si tant d'argent? Le contrat qu'il vous lit, c'est un contrat de location. Et les craintes de location partent du 1er, 2e, 3e mois. Si votre locataire ne paie pas bien son loyer, le 1er mois, ça vous inquiète. Le 2e mois, ça vous inquiète. Le 3e mois, ça vous inquiète. Vous pouvez prendre votre décision maintenant pour dire « Ah, assez ». Mais pourquoi aller jusqu'à 1 an d'avance? Il y a des gens qui disent 2 ans même pour certaines personnes. Bon, soyons honnêtes. Surtout quand nous avons un peu de moyens, il ne faut pas ruiner le pauvre. Nous sommes dans un système d'économie libérale, bien sûr, mais il faut des lois pour canaliser notre système économique. C'est ça. Dès qu'on permet à quelqu'un d'avoir de l'argent, il veut s'enrichir jusqu'au sommet, éliminer complètement le pauvre. Non, on ne peut pas avoir une nation où tout le monde sera riche. À cette allure-là, si M. Akhenatonde, des gens comme Akhenatonde, ne sortent pas des lois du genre,
pour défendre les pauvres, vous allez voir un jour que tous les pauvres vont mourir. Et il n'y aura que des riches. Dans quelle société vous avez vu ça? Lorsque les pauvres se rendront compte que c'est les nantis, les capitalistes, qui sont leurs ennemis, il va naître une guerre, une violence. Et c'est ça que les gens traduisent en disant que la formation des jeunes sans adéquation avec le marché d'emploi est une bombe. Oui, c'est pour ça que les gens volent, c'est pour ça que les gens braquent. Vous n'avez rien. Vous êtes un individu comme eux. Vous avez étudié comme eux, vous avez commencé par travailler, vous devenez tellement riche. Et quand ils viennent solliciter un peu de votre participation dans leur vie, vous devenez encore, vous les sucez. Vous les parasitez. Comment un homme riche va parasiter un pauvre? C'est de cette loi-là. C'est ça que la loi là veut régler comme problème. Oui. On doit empêcher à tous les bourgeois de parasiter les pauvres dans ce pays. Est-ce que cette loi sera votée avant la présidentielle? Non. Si cette loi-là n'est pas votée, ce sera à la charge de toute l'Assemblée nationale. Parce que les députés sont élus pour donner, pour favoriser tous, pour aider le peuple. C'est une loi qui aide le pauvre et qui garantit aussi aux propriétaires toutes les libertés. Oui. Oui, qui lui garantit toutes ces recettes. Oui. C'est pas parce que le président Akhenaton demande aux locataires, aux propriétaires de diminuer leur nombre leur caution d'avant de 10 mois à 3 mois. C'est pas un mal en soi, c'est un règlement. C'est un équilibre. Il a fait un équilibre dans la gestion. Voilà. Justement, l'honorable Akhenaton soutient dans la même occasion que la suppression de la période de 30 ans de service pour faire ses droits à la retraite par l'Assemblée nationale est un complot contre la jeunesse. C'est une opération de charme? Non, c'est pas. Les jeunes même ont compris. Ouais. Ils ont compris. En tout cas, nous sommes candidats. Ceux qui sont candidats comme nous et qui peuvent démontrer le contraire ne pas arriver. Sinon, dans une nation où les gens, même dans la vieillesse, continuent de travailler, quand est-ce que vous allez vous reposer? Quand est-ce que vous allez mourir? Cette loi-là, je laisse même l'aspect de vieillesse. Et je démontre au plan mathématique ce que ça coûte pour le pays. Oui. Le départ de 12 fonctionnaires de la fonction publique va générer 36 500 emplois. C'est le ministre même qui l'a dit publiquement. Cet état de choses où des gens sont là, ils ont fini de manger, ils ont fini de s'enrichir, et ils sont là. D'autres sont arrivés et ils n'ont rien à manger. Ils ont seulement les diplômes. Ils se promènent, ils viennent s'asseoir. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à faire. Ils constituent un bouchon pour le règlement des problèmes d'emploi dans notre pays. C'est ça. C'est pas de charme. Il est allé détecter au plus profond ce qu'il y a de problème dans notre pays. Beaucoup de gens l'ont compris, mais ils ne peuvent pas le dire. C'est un courageux. Akhenaton n'a pas peur de dire la vérité, qui sauve le peuple. Mais ces propositions sont venues pratiquement à la fin du mandat du président Boni Yayi. C'est ça le problème. Si c'était venu un peu plus tôt, on allait peut-être régler un certain nombre de sujets. Non, depuis qu'il était ministre. Oui. Moi, j'étais avec lui au cabinet, mais il n'a pas de temps. Quand est-ce qu'il a le temps de réfléchir correctement? Il n'a pas de temps. Palais, mission, il n'a pas. Maintenant, quand il a quitté ses courses de tous les jours, maintenant, vous voyez, l'oxygène lui est rentré dans la tête et il sort les bonnes choses. C'est comme ça que ça va se passer. Vous allez voir si le président qui est lui dans ce pays-là, la jeunesse va changer de forme. Oui, nous allons voir une jeunesse potelée. Une jeunesse potelée, pas du tout amaigrie, comme une jeunesse bien en forme et qui vit bien. C'est ça que dit un des axes de notre projet de société. C'est ça. Oui, une jeunesse, le Bénin sera enrichi de ressources humaines de qualité. En bonne santé, en paix. Lorsqu'il n'y a plus de problème entre les riches et les pauvres, tout le monde sera en paix envers tout le monde. Justement, le Bénin dispose de quelles ressources? Nous avons quand même le coton qui est en chancelant. Il y a beaucoup de secteurs qui ne fonctionnent plus correctement. Les hydrocarbures sont pratiquement aux arrêts. Et pratiquement, voilà, on ne produit pas assez, on importe tellement de choses. Voilà. Est-ce que le candidat Akhenaton
Qu'est-ce qu'il propose concrètement? Donc, si vous voulez, parce qu'il y a tellement de choses qui manquent pour le Bénin, et puis voilà, on pense qu'on doit tout importer de l'extérieur. Oui, vos questions me ramènent toujours sur mon projet de société. C'est pour ça qu'il faut avoir un projet de société avant d'aller devant la presse. Ouais. Quand vous posez la question, je me retrouve rapidement dans ma JVC. Vous voyez, vous avez dit que le Bénin n'a pas de ressources. Nous avons des ressources dans tous les domaines. Nous avons du sable, des carrières, de l'eau. Nous avons des sources d'énergie. Et nous avons l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, on ne va pas abandonner le coton, mais on va diversifier cette fois-ci. De la même façon qu'on est en train de développer le coton, on va aussi développer à grande échelle les autres filières agricoles. L'ananas, les tomates, les légumes. Parce qu'il y a des gens qui en manquent. Quand vous allez dans les pays du désert, là, c'est très rare. Les légumes sont rares. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit ça? Il faut qu'on organise, il faut qu'on en fasse une filière. C'est pas parce que le coton génère directement des milliards qu'il faut... On est parti d'un point A pour arriver à ce point B où le coton... C'est de la même façon que si le monde entier prend nos produits dans un domaine donné, ça va commencer par générer aussi des milliards. Des milliards. Et il y a des gens qui vivent seulement et simplement de l'horticulture, de la production du jardin. La production, et beaucoup de citoyens sont... Nous devons réussir alors à mettre notre jeunesse au travail. Et c'est ça que nous disons, c'est ça qui est dans nos projets. Le Bénin en mouvement. Le Bénin en mouvement. Nous allons mettre tout le monde en mouvement. Personne ne doit rester à la maison dormir pour dire je n'ai pas d'emploi. Personne ne doit rester à la maison. Si vous avez des locations, votre fils peut être désigné pour gérer, surveiller tout ça là, et il a son salaire dedans. Les jeunes ne veulent plus aller à la rue maintenant, tout le monde veut aller à costume, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Il faut réorienter, il faut former, il faut éduquer, il faut dire que maintenant ça suffit par rapport au costume cravate et que maintenant il faut aller à l'essentiel. Oui, ça dépend de notre formation. Nous sommes partis d'un système colonial où c'est la cravate qui fait l'homme, c'est le climatiseur qui fait la belle vie. Les jeunes, quand on voit tout ce décor face à un paysan au champ qui est en train de s'efforcer pour produire la richesse, pour sortir la denrée agricole, on a l'impression que c'est lui qui est miséreux. C'est faux désormais. Et les paysans ont compris. À Koulikame, nos paysans sont désormais des multimillionnaires à cause simplement des oranges. Vous qui êtes là, journaliste, si vous allez dans votre village, vous négociez, vous sécurisez une terre, vous plantez de l'orange, c'est fini. Après 5 ans, 6 ans, 7 ans, si vous entretenez bien, si vous n'oubliez pas votre plantation, c'est sûr que si vous n'avez pas de la passion pour votre métier, vous allez démissionner un jour pour dire ça me va. Parce qu'on veut de l'argent. Oui, même le bananier, ce qu'on appelle plantain à Loga, si quelqu'un peut disposer d'1 hectare ou de 2 hectares, un jeune sans emploi peut faire l'effort de planter 1 hectare ou 2 hectares en ligne, bien organisé, bien traité. Chaque jour du marché, il doit récolter et il va en trouver beaucoup d'argent. Et quand il aura fait ça, il va étendre ça ailleurs. Il va commencer par évoluer. Il y aura des subventions pour accompagner ces gens. Naturellement, des subventions, parce que c'est ça que nous appelons allocation sociale. C'est ça. C'est-à-dire, nous allons faire une allocation où la mère doit d'abord être capable de nourrir, de mettre en santé les enfants. Mais les jeunes qui sont en capacité, qui ont une certaine capacité là, on va les mettre à disposition, un peu comme le système de microcrédit d'aujourd'hui. On va mettre de l'argent à leur disposition. Et on va les suivre. On va pas faire de la politique avec ça. Parce que nous, on n'a pas peur de quitter la politique. Mon candidat n'a pas peur, rien ne le retient en politique. Il quitte la politique aujourd'hui, il vivra mieux et très bien. Il a les moyens de vivre. Donc, on n'a pas peur. Il fait la politique pour les autres, c'est ça? Il va faire la politique. Pour accompagner les autres? Oui, pour accompagner les autres. Et l'histoire va retenir son nom. Lui, il veut faire une politique à l'américaine. Ce n'est pas pour aller ramasser de l'argent, vous comprenez, pour faire quoi que ce soit avec. Il veut faire de la politique à l'américaine. Il veut vendre. Ce n'est pas comme les gens qui ont besoin d'argent. Si je suis président, j'aurai beaucoup d'argent, viens m'aider, aidez-moi. Non. Il n'est pas candidat pour lui-même. Il est candidat pour nous tous, pour tout le Bénin, surtout les pauvres. Et même les journalistes. Si vous choisissez le candidat à qui attendez, vous serez à la fois journaliste et opérateur économique.
N'est-ce pas? C'est ce que je viens de démontrer tout à l'heure. De toute façon, nous allons analyser tout ça dans les jours à venir, puisqu'il y en a tellement qui sollicitent également le soutien de la presse. Mais justement, par rapport à ça, il y a une flopée de candidats qui sera sur le standing block. Sur le standing block, je l'avais dit au début donc, de cette émission, des hommes d'affaires seront sur la ligne de départ. N'avez-vous pas peur de ces hommes d'affaires? Hommes d'affaires. Ouais. Hommes d'affaires. Moi, je n'ai jamais peur d'eux. Et mon candidat n'a pas peur d'eux. Qu'est-ce qu'il m'avait peur? Qu'est-ce qu'il m'avait peur? Qu'est-ce qu'il m'avait peur? Argent, c'est ça, non? C'est eux qui finançaient justement ces partis politiques, ces candidats. Aujourd'hui, ils sont maintenant sur la ligne de départ. Non, ça va forcer un peu la donne. Là, gardez votre calme, je vais vous expliquer quelque chose. Oui, allez-y. Il y a eu certainement une crise de confiance entre les hommes d'affaires et le monde politique. C'est ça. Il y a une crise. Les hommes d'affaires aident les politiciens à venir au pouvoir, mais à la fin, ils n'ont pas le résultat qu'ils cherchent. Mais il n'en va pas de là qu'ils abandonnent leur domaine. Il n'en va pas de là. Un homme d'affaires qui paie des milliards d'impôts en étant à la tête de son entreprise, il va quitter là. Qui va payer ces milliards? Et qu'est-ce que nous cherchons? Hein? Il y a le pays, non? Il ne va plus payer parce que dès qu'il laisse, il faut que chacun reste dans son marigot. J'ai écouté un homme d'affaires dire que lui, la politique, ce n'est pas sa chose. Que lui, ce n'est pas sa chose. Il n'est pas politicien, qu'il ne veut pas, il n'est pas politicien. Mais c'est ça le langage d'un vrai homme d'affaires. Un homme d'affaires qui se transpose en politique, les gens vont crier à cause de son argent. Et tout ce qui chante là, ce n'est que à cause de l'argent. Et je suis fier du peuple béninois. C'est un peuple qui est devenu souverain, comme on le dit. Le peuple béninois est mûr et observe tout de son observatoire. C'est pas parce que vous avez des milliards. D'abord, le peuple est en train de poser des questions. Comment on obtient des milliards? Et c'est seulement quelques têtes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui en ont. Comment? D'où est-ce que c'est venu? Le peuple est en train de fouiller tout. On ne peut pas refuser aux gens d'être candidats. Ils n'ont qu'à venir en milliers. Mais le peuple va faire le point de chacun. Et il faut voir. Oui. Aujourd'hui, les gens accusent les politiciens, surtout vous les journalistes. Vous accusez les politiciens, la classe politique ne décide pas, ne se décide pas, la classe politique ne justement, la candidature de ces hommes d'affaires n'était pas justement une conséquence de l'échec de la classe politique, parce qu'aujourd'hui, nous, au niveau du PRD, on n'a même pas encore un candidat, au niveau de l'Union des Nations, c'est toujours les premiers. À 2 mois exactement dans le premier tour de la présidentielle, c'est jamais vu quand même dans ce pays. Non, c'est pas un échec. Ils sont en train de donner un signe de maturité. Et qu'est-ce qui les empêche à 6 mois, à 8 mois des élections de se lever de ce matin pour dire, qu'est-ce qui empêche par exemple le PRD à 8 mois des élections de se lever pour dire voici le candidat que je soutiens, voici celui-là. Non, nous sommes devenus mûrs et la classe politique est en train de donner les signes de sa maturité. C'est qu'il ne faut plus faire le choix dans le dos du peuple. Vous pensez que c'est le peuple qui va décider, puisqu'il n'y a pas de consultation au niveau du peuple pour décider les candidats? Le peuple va décider. Le peuple va vous allez, si vous tendez bien vos oreilles, le peuple fouille. Et c'est au niveau du monde politique. Il va un chef de parti impose un candidat à tout ce monde qu'il a derrière, il ne récoltera que l'échec. C'est pour ça qu'ils sont campés en position d'observateur. Tout le monde observe, tous les partis politiques, RB, PRD, Union Fédération, ils sont en train d'analyser. Lorsque quelqu'un sort la tête, ils analysent tout avant de faire chose. Tant qu'ils n'ont pas fini de faire ces analyses, ils ne peuvent pas se décider comme ça parce qu'ils ne veulent pas faire un mauvais choix. Et je sais que mon candidat, que moi je brandis au peuple béninois ici, sur votre plateau, retiendra certainement leur attention. S'ils sont sincères dans leur choix, c'est le candidat qui sera élu pour diriger ce pays. Mais à qui Nathalie propose quoi concrètement, même pour les journalistes, pour la presse béninoise? Parce que vous savez, ces derniers temps, il y a une crise de confiance. Il y a la RAC qui a suspendu le quotidien Le Matinal pour des raisons franchement totalement inexistantes. Et aujourd'hui, maintenant, le feuilleton continue. Donc, il n'y a pas une liberté de presse en bonne et due forme sur le président Boulaya. On a vu qu'on a reculé quand même assis au niveau du classement. Qu'est-ce que Akhenatonde propose pour la presse béninoise? Akhenatonde laissera toutes les instances de décision faire le travail. Un président ne doit pas décider en lieu place des conseillers élus. Dès que ça arrive, il doit corriger. Sans ingérence. Parce que, oui, sinon, enfin, à la RAC, il y a les journalistes qui sont là.
Vous pensez qu'ils sont contents? Oui, le président de la Hague est nommé par le président de la République. Mais c'est la loi qui a demandé ça. Il faut rectifier peut-être cette loi. Justement. Parce qu'il faut, si vous amenez un ministre à la tête de la Hague, alors qu'il y a des jeunes professionnels qui sont là, qui ne font rien, alors que vous savez, ça donne à réfléchir, monsieur Dancy. Ça n'engage pas le président, ça engage le peuple béninois, les institutions, les lois. Nos tests là sont. D'abord, notre constitution a prévu tout ça là. N'est-ce pas? Oui. C'est pas le président qui fait ça. C'est pas parce qu'il est fort qu'il choisit ce qu'il veut. C'est ce qu'on lui a dit de faire qu'il fait. C'est ce que la loi lui a dit de faire qu'il fait. On aura amélioré. Le président pourrait quand même choisir. Le président pourrait choisir quand même un journaliste professionnel pour diriger la Hague, par exemple. Il y a aussi cette une voie de faire. Oui. Non. Je pense qu'il a proposé. Il a proposé. Et nous, si vous estimez que tout cela c'est des choses à corriger, j'accepte. Parce que nous soutenons les actions du chef de l'État, mais ne sommes pas prêts à évoluer dans le néant. Lorsque quelque chose ne va pas, il faut rectifier. Alors, dès que nous serons au pouvoir, nous allons permettre, avec des systèmes de choix pas du tout manipulés, aux journalistes qui ont l'expérience d'aller à la tête. Si on dit journaliste, et qu'on n'a pas bien réglé les choses en tant que tel, et qu'un journaliste, les gens qui écrivent seulement, là, oui, qui écrivent seulement, qui parfois, comme vous le dites vous-même, n'ont pas la formation en tant que tel. Ils font tout pour avoir la carte et ils sont journalistes. Si vous placez ceux-là à la tête, ça ne va pas donner bonne chose. Donc, ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'il faut avoir totalement confiance. Il faut fouiller la profondeur, la qualité, la possibilité de ceux-là de diriger une institution. Mais je souhaite vivement que ça soit vraiment un journaliste. Quand j'ai vu votre confrère Ashanti occuper la place de la vice-présidence, moi je vois déjà que c'est déjà les journalistes qui sont en train de diriger. C'est un grand effort. Qu'est-ce que ça donne? Allez lui demander. Il a livré une interview où il a quand même accusé un peu les décisions quand même pas trop catholiques de l'institution. C'est pour dire que le président de Hague est fort. Il est fort par la constitution béninoise. Je crois qu'il est fort. Il décide un certain nombre de décisions sans pouvoir quand même voir les autres. Je crois que c'est sur ce point qu'il faut peut-être corriger le tir, monsieur Dancy. C'est un problème institutionnel. Tout à fait, absolument. Je vous comprends maintenant. Voilà. Alors, quel pourrait être selon vous le profil du prochain président de la République? Prochain président de la République. Oui. Vous parlez de M. Akhenaton, non, le profil. Je vais laisser d'abord M. Akhenaton pour vous donner l'image. Voilà. Ce sera un technocrate. Oui. Quelqu'un qui ne peut être trompé par aucun cadre, quelle que soit sa formation. Un technocrate. Quelqu'un qui applique la connaissance, qui connaît l'esprit des Béninois. Un homme d'État. Celui-là qui est resté dans le gouvernement, qui a frotté avec les ministres, les institutions, qui connaît la nature, la moralité du Béninois au sommet de l'État. Oui. C'est pas parce qu'on a une certaine capacité financière qu'il faut venir diriger l'État. Il faut avoir il faut maîtriser les secrets de la République. Un technocrate qui a la capacité en lui-même de ne plus aller voler les ressources publiques. J'utilise, excusez-moi, le terme voler parce que quand j'entends parler de détournement, ça me choque. J'ai souffert tellement d'emplois avant de retrouver le petit emploi que j'ai, et je sais que ce n'est pas le bénéfice qui manque, le salaire, mais les salaires sont détournés à d'autres fins. Et c'est ça qui crée les faux riches que nous constatons. Donc, le prochain président doit être un technocrate, un homme d'État, un connaisseur du pays. Un connaisseur du pays. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais un connaisseur du pays. Et qui sont ceux qui répondent justement à ce profil selon vous? Premièrement, c'est le candidat Akhenaton. S'il y a un autre candidat, honnêtement, qu'il y a un autre candidat mieux que Aké, je le dirais volontiers. Volontiers parce qu'Aké est un manager. En dehors de la technocratie, il est un manager. Avant de créer son entreprise HECM, là, le jour où il donnait le nom HECM, Haute École du Commerce, il dit école leader. Il a prédit qu'il sera le leader de toutes les universités privées au Bénin. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est le leader? Il est le leader. Ah oui. Mais pourquoi vous l'empêchez celui-là? Mais qui a dit quelque chose et l'a réussi avec foi et prophétie comme ça? Moi, je vois que avec modestie, que Akhenaton, on va lui demander de jouer beaucoup plus de diplomatie, d'aller encore, de s'humilier
Il manque d'humiliation un peu. Non. D'humilité. Non. Il ne manque pas, je rectifie, il ne manque pas du tout de mal. Mais il est très bon. Il est toujours conseillé à un homme d'être humble. C'est ça. Ce que je voudrais dire, Oui. c'est d'aller à l'assaut des forces politiques. C'est ça. Et il a déjà fait. Vous êtes tout seul en alliance? Il a déjà fait. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai une énergie morale. J'ai une assurance devant votre micro. Que le 6 avril prochain, c'est bien. Moi, j'irai à Porte-Nouveau. Ah oui. Oui, et tu vas m'appeler. Le jour où on sera allé à Porte-Nouveau, je suis sûr que vous allez m'appeler pour dire Mathias, mais c'est ça. Donc, à quel répond en réalité, si c'est pas de la démagogie. Oui. Il est leader, il a la capacité, il a des relations au plan international. Parmi tous les candidats, c'est Aké qui est allé, selon les témoignages de nos Béninois à l'extérieur, oui. C'est lui seul qui a pu, en tant que candidat, oui. Venir rencontrer les Béninois de l'extérieur. Et avant d'aller vers nos frères, nos parents de la diaspora, il a parcouru toutes les ambassades. Il a rencontré des chefs d'État. Oui. Il a eu des conseils. Il a des experts dans nombre qui travaillent pour lui. Ne voyez pas Aké que vous connaissez comme celui que je vous présente ici devant vos micros. Aké là, c'est la surprise de demain. De toute façon, les prochains jours, nous édifierons. Il est 9h54 dans nos studios. Il nous reste encore 6 minutes pour parcourir quelques questions en pêle-mêle. Monsieur Mathias Dancy. Alors, Boniaï est en fin de mandat. Faut-il l'applaudir dans quel sens? L'applaudir parce qu'il a réussi à reculer le chômage ou l'applaudir parce que les Béninois veulent vite le voir partir? Vous savez... Parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez un peu dans le monde... Ouais, allez-y. Le président Boniaï est un économiste de qualité. Et on dit que les comptables sont avares. Lorsque vous avez le souci de réussite, et vous réussissez bien, ceux qui prennent ça d'une manière non orthodoxe, qui ne respectent pas l'orthodoxie, seront contre vous. Il a bien géré. Ah oui, sur le plan économique, il a bien géré le pays. Très bien géré. Pendant les 10 ans. Et vous allez le voir, on risque un jour là de le réclamer à revenir pour diriger. Il a bien dirigé. Mais la classe politique, vous savez, en politique, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous. C'est-à-dire la classe politique ne l'a pas compris. Mais le peuple l'a compris. C'est pour ça qu'à chaque élection, toutes les échéances électorales, ils sont toujours le premier. Oui. Par rapport à toutes les autres forces politiques. C'est tout ce qui s'est passé. Il a bien géré. Moi, je ne lui reproche rien en matière de gestion. Mais là, il n'a pas donné tout ce que les politiciens veulent. Oui. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Oui, vous avez parlé qu'il a bien géré le pays, mais il y a tellement de scandales qu'à un moment donné, on se pose des questions. Si effectivement ce que vous dites est vrai, ICC Service, PPA2, Maria Greta, il y a tellement de choses que je peux citer ici. Et sous le règne du président Boniaï, beaucoup de gens estiment que ce n'est pas un bon gestionnaire par rapport à ça. Non, c'est comme toute œuvre humaine. Toute œuvre humaine. S'il est possible de faire l'expérience, de placer ceux qui sont en train de critiquer à travers ces scandales-là, ceux qui sont en train de critiquer le président Yaoui, ils auront leur scandale. Moi, je ne soutiens pas. Mais pourquoi il y a tant de scandales sur le président Boniaï? C'est pas tant. C'est qu'il y a un scandale, je ne refuse pas. Oui. Mais c'est comme l'histoire de la poule et de ses œufs. La poule, dans ma langue, a dit qu'il ne peut pas témoigner au nom de ses œufs. Que même l'œuf arrive à bouger sous pression des forces extérieures. Si vous avez nommé des ministres, en tant que président, vous ne pouvez pas tout contrôler dans le détail. C'est pour ça qu'on dit que le président préside. Il ne fait que présider. Les ministres administrent. C'est seulement quand ils administrent mal que lui l'entend et que le peuple l'entend. Et c'est en ce moment-là maintenant qu'il prend acte et commence par faire ce qu'il doit faire. Ah oui. Moi, je pense que les scandales qui sont en train d'être cités là, on ne doit pas mettre, c'est bien vrai, c'est lui qui est à la tête du pays, mais ça dépend de nous les Béninois. C'est l'esprit, c'est le mental du Béninois qui nous a amenés là. Je ne défends pas le président, mais n'importe qui, même vous-même qui êtes là, si vous êtes président, vous serez surpris un jour d'entendre que dans tel ministère, il s'est passé telle chose. Il s'est passé telle chose. Mais il est au forum, on le voit partout. Donc s'il a mené partout, il fout partout. On ne le voit pas partout, il est au contact de son peuple. Il est au contact de son peuple. Il ne vient pas fouiller le cabinet d'un ministre. Il est au contact de son peuple.
Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne vient pas. Vous n'avez jamais vu le président Yahya rentrer dans un ministère pour demander ce qui se passe? Non. J'ai reçu un ministre ici, je vais taire le nom pour ne pas l'éclabousser, pour ne pas le créer des ennuis après, qui m'a dit pendant 20 mois, j'ai eu un ministère, je n'ai jamais nommé même le secrétaire, c'est Bouni qui a nommé tous les cadres du planton jusqu'au directeur du cabinet. Et pendant 20 mois, est-ce que c'est possible? Non, moi je vous dis que moi je soutiens le président, même si c'est vraiment ça. Un ministre n'est pas capable de nommer les cadres qui vont travailler avec lui. Oui, ça s'est passé dans beaucoup de ministères. Non, si ça s'est passé, moi je ne peux pas. Non, mon président, le ministre. Vous pensez à Akhenaton a nommé des cadres? Oui, il a nommé des cadres. Mais il n'est jamais venu vous dire ici que c'est quelqu'un d'autre qui a nommé ces cadres en ces lieux place. Et il faut que ce ministre-là soit responsable de ce qu'il dit et qu'on commente ce qu'il a dit. Et dans les commentaires, je dis que si c'est vraiment cela, si c'est avéré qu'en tant que ministre, il n'a pas réussi à nommer ses cadres, là c'est une... Au niveau du ministère de la Santé, par exemple, Kenny Gaza est parti sans directeur de cabinet, sans directeur, sans le DPP pendant des années. Si c'est cette maman-là... Tu dois venir du palais de la présidente de la République. C'est une ministre que je respecte beaucoup, je considère beaucoup. Je ne peux jamais mettre en cause cette déclaration parce que elle mérite beaucoup de considération. Donc elle a vécu tout ça là. Oui. Je ne peux que la déplorer ensemble avec elle. Ce n'est pas possible qu'un ministre ne soit pas capable de nommer ses collaborateurs. Il a fait avec des espions. De cette manière-là, le ministre ne peut pas être à l'aise pour travailler. Ça devient de l'espionnage. Un ministre doit accepter ses cadres, les maîtriser. Si c'est un autre qui les nomme en ces lieux place, ça fait non, ce n'est pas bon. C'est une mauvaise gestion de ressources humaines. Si Akhenaton est nommé, si on le désigne, pourquoi pas élu président, pour être plus précis, élu président de la République le 6 avril prochain, il y aura combien de femmes dans le gouvernement? Il y a la parité chez vous? On va responsabiliser les femmes. Moi, si Akhenaton est élu président, je vais tout faire. Minimum 10 femmes dans son premier gouvernement. Bouni a proposé même un pourcentage, mais ce qui n'a jamais été respecté. Non, je dis minimum 10 femmes, parce que les femmes là, le problème que nous avons avec les femmes, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à le savoir. Les femmes ont certaines capacités. Et on les écarte. Elles détournent moins que les hommes. Non, les femmes, vous voyez, la femme apprend la gestion de l'homme depuis le foyer. C'est ça. Avec ses enfants, son mari. Et elle sait économiser, elle ne fait pas de gâchis. Vous allez voir qu'avec les femmes, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Si vous avez une femme quelque part qui est vraiment une femme de notre culture, c'est la satisfaction. Et c'est ce qu'on veut. On veut intégrer les femmes. Dans notre projet de société, on va intégrer les femmes dans le système de développement. Parce que la femme est femme. Les femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Non, c'est très grave. Il faut désormais que les femmes apportent leur expertise dans la gestion. Confions-leur la gestion du pays et on va voir. Moi, je pense même que si c'est possible là, on peut faire un exercice. Je vais le demander à mon président, je vais lui demander, je ne sais pas si... Et on va faire un exercice de nommer tous les membres du gouvernement comme femmes. Et on va faire ça pendant 1 an. Pour voir ce que ça va donner. C'est l'esprit de Aké, ça. Oui, c'est l'esprit d'Aké. Si c'est possible, on va faire cet exercice-là pour voir ce que ça va donner. Et vous allez rester derrière pour regarder, c'est ça? Non, bien vrai. Dès que tu nommes une femme, tu restes là. Tu n'as pas besoin de la perturber. Et pendant, moi je souhaite vivement, je vais le proposer, je vais le forcer à le faire. Déjà, sans qu'il ne soit président, je vous garantis que au minimum, dans son gouvernement, il aura au moins 10 femmes. Mais il me plaît de faire cette expérience-là dans ce pays. De mettre un gouvernement, et ce sera l'unique expérience dans tout le monde entier, où dans la formation du gouvernement, il n'y aura rien que des femmes. Rien que des femmes. On va essayer ça pendant 1 an avant de commencer, on va essayer ça, on va demander au peuple d'apprécier. Voilà, et c'est vrai que la radio c'est l'heure, et nous allons juste une dernière question. Vous savez que le monde entier a peur aujourd'hui donc des terroristes. Après la France, c'est l'Afrique qui est dans le viseur donc de ces hors-la-loi. Le Mali a été frappé il y a 3 jours avec une vingtaine de morts à Bamako, et hier c'est le Cameroun avec plus de 10 morts du côté donc de Douala. Alors qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que Akhenaton a prévu quelque chose sur le plan de la sécurité, parce que nous sommes, c'est vrai, au milieu donc d'un géant, le Nigeria, avec voilà, vous le savez très bien, Boko Haram et autres. Alors qu'est-ce qu'il a fait concrètement sur le plan de la sécurité du candidat, au niveau du candidat Akhenaton? C'est le 3e volet de notre plan de politique, le 3e axe. C'est le Bénin ouvert sur l'Afrique et le monde entier.
nous devons être en relation avec toute la région africaine, participer aux décisions, apporter nos contributions. Mais nous n'allons jamais individuellement prendre des actions, d'aller lutter contre les Boko Haram, nous et nous seuls. C'est un groupe fort. Il faut seulement un état-major régional et mondial pour aller contre. Si Akhenaton est président, il ne va pas attaquer les Boko Haram personnellement. Non. Mais c'est ce que je propose aussi pour notre président actuel. Il ne faut pas qu'on les attaque personnellement, mais il faut participer à tout ce que la région vous demande. Si c'est des moyens, vous donne les moyens, parce que les gens sont dangereux. Il faut une lutte commune. Il ne faut pas qu'un président se lève lui seul pour dire qu'il veut combattre les Boko Haram. Ça ne peut pas réussir. C'est ça. Ils vont nous éliminer, ils vont tuer les gens pour rien. C'est pour ça que je conseille à notre président, s'il m'écoute bien, le docteur Thomas Boniaï, de ne pas se diriger personnellement contre les Boko Haram, mais d'intégrer la lutte au plan régional et au plan international. Et c'est ce que le président Akhenaton fera s'il est élu. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes sur la radio des défis au CFM, que vous écoutez donc l'émission 4 sur table. Il est 10h04. Nous recevons depuis 9h monsieur Mathias Dancy, deuxième vice-président du parti CDS Finalement. CDS Finalement, c'est le Congrès pour le développement et la solidarité. Il est membre de la coordination des campagnes du candidat Akhenaton. Nous allons donc maintenant recevoir quelques auditeurs. Nous sommes donc au 65 00 24 24, 65 00 28 28 ou le 21 33 44 19. Je ne sais pas si de l'autre côté de la baie vitrée tout est fait par ambition pour recevoir les auditeurs. Auditeurs en ligne, bonjour déjà. Oui, bonjour, mon cher journaliste. Bonjour, à qui avez-vous l'honneur? Merci, saluez-moi l'invité. Appelez-moi Chodaton Paul depuis le stade de l'amitié. Chodaton Paul, oui. Ma première question à l'invité, est-ce qu'il pense que la classe politique a encore une chance de briser la magistrature de notre pays? Parce qu'on les voit, ce qu'on observe actuellement, c'est une démission. Et c'est la chance actuellement à ces hommes d'affaires-là. C'est ça. Donc, deuxième question, c'est concernant ces concours organisés par l'administration béninoise. Troisième, Denis dit quelque chose. Et troisième question, c'est j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont sur le terrain parce qu'ils nous disent qu'ils maîtrisent parfaitement le territoire national? Est-ce que le travail est en train d'être fait au sein de leur parti politique pour la paix entre le Nord et le Sud, pour que le candidat du Sud puisse battre campagne au Nord et que le Nordiste puisse battre campagne au Sud sans incident pour la présidentielle à venir? Merci à vous. Merci, monsieur Chodaton Paul. Passez une très bonne journée. Deuxième auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. À qui avez l'honneur? Oui, c'est monsieur Moussa Fataï de Ségoyano. Moussa Fataï. Oui, je remercie votre invité ce matin. Oui. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur. Oui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, monsieur Akhenaton est votre candidat. Moi, ma première question, c'est vous demander quelle est la place des faiseurs d'opinion sur le projet de M. Akhenaton. Et deuxième, c'est vrai que par les primaires, on a vu l'Union fait la nation, le parti Réseau Akao. Maintenant, comme M. Akhenaton fait partie de la mouvance présidentielle, pourquoi chez eux, ils n'ont pas organisé les primaires pour qu'on sache que vraiment il y a un candidat unique au sein de la FCBE. Donc, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Moussa Fataï. Bonne journée à vous. Troisième auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je salue votre invité. Oui. Votre nom, c'est moi, c'est Anselmo Pengio, j'appelle depuis Calavi. Anselmo. Anselmo Pengio. Ok, d'accord. Voilà, je voudrais demander à votre invité que M. Akhenaton est un frère que nous aimons vraiment et qui est d'Agoni. Nous aussi, nous sommes d'Agoni. Oui. Il y a quelque chose qui se passe et à mon avis, M. Akhenaton est en train de perdre la popularité en ce qui concerne la manière dont il
ils sont en train de maltraiter les habitants d'Orville-Dauvert. Et qui est actuellement, c'est-à-dire les populations de Orville-Dauvert sont fermées par le président de Santana-Dou. Et le maire, M. Gauthier, est au courant. Je voudrais demander à votre invité de faire appel rapidement, M. Natondé, d'aller visiter ces populations qui sont à Orville-Dauvert et qui sont vraiment maltraitées. Nous sommes obligés d'aller faire appel au procureur de la Calabi, oui, avant que ces populations-là soient libérées. Certaines sont libérées et certaines sont encore gardées jusqu'à l'heure où nous parlons. Et pour finir, je voudrais demander à votre invité que ce qui se passe aujourd'hui, il y a plein de candidats. Et voilà que M. Aké Natondé, M. Janvier Yahoudou a démissionné. Et lui, face à cette situation-là, quelle est la qualification qu'il a donnée, qui peut donner à Janvier Yahoudou? Je vous remercie. Voilà. Merci, monsieur Anselme, pour votre intervention. Quatrième auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Au CFM. Oui, bonjour. Oui, à qui avons l'honneur? Nikez, Nikez Achadé, voilà. Allez-y, monsieur Nikez. Merci, mon journaliste. Oui. Et d'abord, du courage à monsieur Aké Natondé pour ses exploits. Merci beaucoup. Je dis aussi merci à son représentant sur le plateau. Merci. C'est pour dire, monsieur Aké Natondé aujourd'hui, nous pouvons confirmer qu'il est un pur produit du président Yahi Boni, parce qu'il a été par 2 fois ministre dans son gouvernement. D'accord? Oui, allez-y. Maintenant, à l'heure où nous parlons, les FCBE, dont on peut dire que M. Aké Natondé est un pion indéplaçable, n'ont pas encore eu un candidat, n'ont pas encore nommé un candidat, n'ont pas encore doigté un candidat. D'accord? Mais M. Aké Natondé n'a pas attendu cette, si on peut appeler ça primaire, de cette décision du groupe avant de commencer à faire campagne, à se faire connaître sur le terrain. Aujourd'hui, il est d'office candidat. Comment est-ce qu'on peut qualifier cela? Est-ce de la dissidence? Est-ce de l'égoïsme, de l'orgueil? Monsieur le représentant n'a qu'à nous dire concrètement et sans parti pris et sans faire langue de bois, comment est-ce que nous pouvons qualifier cela? Ça fait un. Oui. Allez-y, oui. De deux? Oui. Je voudrais demander à ce représentant-là, jeune comme moi, j'espère bien, oui. Est-ce qu'il s'approche vraiment de M. Aké Natondé pour les problèmes des jeunes? Parce que quoi? Aujourd'hui, nous jeunes, excusez du peu, l'argent nous tourne la tête. D'accord? Oui, est-ce qu'il s'approche vraiment de M. Aké Natondé pour discuter des problèmes de la jeunesse? Parce que le tout ne suffit pas de dire M. Aké Natondé est capable de faire ci, il a fait ça, il est capable de faire ci pour la jeunesse. Il n'a qu'à lui demander comment est-ce que M. Aké Natondé va s'y prendre pour que un agent, soit-il permanent de l'État, ne soit pas en mesure de construire des maisons à étages partout dans le pays, et au même moment un jeune comme nous soit incapable de payer le loyer à Cotonou et qu'il aille se loger à Fossa. Je prends un exemple, c'est le royaume des moustiques et bonjour les maladies. D'accord? Il n'a qu'à être concret. Nous voulons savoir ce que M. Aké Natondé veut vraiment pour la jeunesse. Merci beaucoup, M. Nikez. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous attendent de l'autre côté de la baie vitrée. Merci pour votre intervention. 5e auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, M. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? C'est M. Issa Akino Kléger. Monsieur Issa Akino Kléger. Ok, d'accord. Allez-y. Votre invité. Oui, allez-y. Je voudrais demander vraiment à ce CCAD. Est-ce que le dossier est déjà rangé dans le placard? Puisque le mandat d'arrêt que le gouvernement a lancé la fois dernière. Il y a le dossier. Il a lancé 2 mandats d'arrêt sur 2 messieurs, 2 opérateurs économiques. Ces messieurs-là sont où aujourd'hui?
monsieur le journaliste. D'accord. C'est des questions très très pertinentes pour les Béninois. Voilà. C'est des questions sensibles pour les Béninois. Tout à fait. Ce qui se passe aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous me retirez. J'aimerais demander vraiment, si quelqu'un détient de l'argent, des centaines de milliards, pourquoi la justice et le gouvernement ne condamnent pas? Pourquoi le gouvernement ne sanctionne pas? Aujourd'hui, maintenant, à l'époque, on disait que c'est le Cameroun qui est le pays le plus corrompu au monde entier. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui est le premier. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, avant de gens sur le plateau, monsieur l'invité, venez dans le 8e arrondissement pour voir la voie en face, école collège, la Colombe, derrière école Tomato. Venez regarder le terrain des jeunes du 8e arrondissement. Comment cet argent-là est déjà filé en l'air. Venez regarder comment ils ont déjà dépensé près de 100 millions. Venez regarder le terrain du 8e arrondissement. C'est ça. Et depuis ce jour, rien n'a été fait sur le chantier. Tout est comme ça. Voilà. Tout ça là, c'est la corruption. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je sais que c'est la couleur donc des populations par rapport à ce qui se passe au quotidien, dans la vie quotidienne plus précis. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur Koukui Vertin. Monsieur Koukui, oui, voilà. Ouais, Kouigbo, exactement. Allez-y pour votre préoccupation. Je voudrais savoir une chose. Oui. Pourquoi M. Hakim Attendé n'a dû pas attendre le congrès du FCBE avant qu'on ne prononce sa candidature? Ça, c'est le premier point. Deuxième point. S'agissant des microfinances, vous lui avez glissé tout à l'heure la banane, et en répondant, je parle ici de M. Dancy, qui a dit par rapport aux microfinances, ce ne serait pas du papa bonheur. Est-ce que ce n'est pas un manquement au président de la République par hasard? C'est une question que je voudrais bien comprendre. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Koukui, pour votre intervention. Voilà, il est 10h14. Nous avons 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. Monsieur Dancy, il y a des questions d'éclaircissement. Nous allons commencer par M. Paul Chodaton. Vous avez tout noté, hein, et je vous laisse le micro. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Paul Chodaton, il demande si la classe politique vraiment n'est pas en train de... Il y a une chance parce qu'avec la démission, voilà, tout à fait. Je crois bien que, comme j'ai eu à l'expliquer tout à l'heure, la classe politique, notre classe politique, quoi qu'on dise, est mûre. Ce n'est pas de petits gars. Et ils sont en train de surveiller tous les candidats. Les vraies élections, c'est le 28 février. Et nous constatons qu'à la lutte de notre démocratie, beaucoup d'hommes se lèvent pour être candidats. Ils n'ont pas fini d'enregistrer tous les candidats, toutes les candidatures, et ils vont se lever tout de go pour dire « voici notre candidat ». Après tout, il s'agit de l'élection d'une seule personne. Il ne s'agit pas d'une guerre. S'ils n'ont pas fini de bien peaufiner les réflexions dans leur état-major, et que par égoïsme, par empressement, ils n'ont pas fini d'analyser tout le monde et ils brandissent le nom d'un candidat devant le peuple, ça peut semer beaucoup de contradictions. C'est ça. À mon avis, c'est pour éviter ces contradictions, c'est pour permettre un choix unanime. À mon avis, ça peut être le contraire, que la classe politique est en train de traîner comme ça dans sa décision. Puisque le vrai choix, le vrai vote, c'est le 28 février. C'est ce que moi je pense. Donc, ce n'est pas un signe d'échec, pas du tout. Mais c'est un signe de maturité, contrairement à ce que les gens pensent. C'est ça. Alors, les concours vous savez, il y a beaucoup de polémiques autour des concours APE. Votre réaction? Directement sur les concours, moi je n'ai pas les preuves. Mais si quelqu'un peut apporter les preuves, quelle que soit ma position dans la FCB, je vais soutenir celui-là. Parce que je suis contre les fraudes. Et le président Yahya Boni aussi est contre les fraudes. Il suffit simplement que ceux qui parlent de fraude apportent de façon tangible, de façon remarquable, matérielle. C'est bon. Mais c'est un grand réseau. Est-ce qu'il y a les preuves? Non, ceux qui parlent, avant de parler, il faut, si c'est un grand réseau et qu'on n'a pas réussi à maximiser, à obtenir les preuves, il vaut mieux subir ça comme une maladie. Là, vous avez un microbe qui est dans votre organisme et vous n'avez pas trouvé encore le produit actif pour le tuer. Moi, je pense, avant de dire qu'il y a eu fraude, j'estime qu'il faut brandir les preuves. Dès que les preuves arrivent,
moi-même, je vais marcher avec eux. Mais sans les preuves, moi, je n'en ai pas du tout. Sans les preuves, je ne peux pas donner de caution à une lutte contre le concours de recrutement dans la fonction publique qui est en pleine critique. Alors, M. Akinatore sur le terrain, est-ce qu'il arrive à faire un peu la jonction entre le nord et le sud? Est-ce qu'il arrive à régler un certain problème? Parce qu'on comprend avec les déclarations un peu tonitruantes du président Boulou, il y a des fois au nord, il y a avec le problème du sud, du nord. Est-ce que Akinatore fait quelque chose pour ça? Oui, vous voyez, il faut, par rapport aux actions du terrain, il ne faut pas tout montrer au peuple. Moi, souvent, quand j'ai mes adversaires politiques en face, pendant les campagnes, je travaille la nuit. Souvent la nuit de 21h à 5h du matin. Aujourd'hui, comme il est question du nord et du sud, je peux vous affirmer que toute la coordination de campagne de notre candidat Akinatore est déjà installée dans tous les 4 départements du nord. Oui. On a déjà fait ça. Vous pouvez aller vérifier. Et sans tapage. Sans grincement des dents aussi. Sans tapage et sans grincement. Sans tapage. Parce que les gens veulent. Les gens veulent. Ce n'est pas une élection comme là où les gens discutent sur la place du CA, la place du maire. On veut élire une seule personne. Et ça fait... C'est le souhait de tout le monde. Comme ça, c'est pour ça que dans le nord, déjà là, nous avons installé toutes nos coordinations. Et dans le sud, ici, dans les départements du sud, nous avons déjà créé toutes les commissions dans les départements pour l'installation, pour continuer l'installation des coordinations de campagne dans le sud. Donc, au niveau du terrain, nous sommes présents. C'est pas, il ne s'agit pas de faire du faux monde. Ce que j'appelle du faux monde là, remplir une salle, remplir un terrain de sport pour amener la presse et montrer à ceux qui sont assis dans les salons que oh, c'est tel candidat qui est en avant, c'est tel candidat qui est en avant. Ce n'est pas technique, ce n'est pas politique. Nous connaissons notre peuple. Nous savons comment notre peuple sort. Ce n'est pas en voyant un monde comme ça dans les écrans de télévision que nous allons décider de notre... Non, c'est un travail de fourmi. Il faut rencontrer les autres hommes d'État, les forces politiques. Il faut négocier, accepter, faire des concessions. C'est ce que nous sommes en train de faire en sourdine. Voilà. Alors, M. Moussa Fataï, quelle place je crois que c'est ça, hein, place des faiseurs d'opinion. Je vois que c'est ce qu'il a dit comme... Les faiseurs d'opinion seront traités exactement comme les journalistes. Exactement, parce que c'est des porteurs d'opinion. Lorsque quelqu'un est en train de souffrir et qui n'a pas le courage d'aller, c'est les faiseurs d'opinion donc c'est des gens qui seront... On ira jusqu'à leur donner une loi pour les protéger. On ira à la proposition d'une loi pour les protéger. Aujourd'hui, vous voyez combien la presse est protégée, défendue. C'est comme ça que au Bénin, vous savez, nous avons un génie. C'est de chez nous que l'histoire de Grogne est partie. Et ça va se développer. Ça va s'institutionnaliser. Ça va se gérer comme la presse. Donc les hommes, les porteurs d'opinion, ce qu'on appelle les faiseurs d'opinion, que nous appelons d'une manière ou d'une autre, on va les aménager et leur donner une place. C'est ce que nous pensons et c'est ce qui est normal. Il n'y a pas eu de primaire, la première au niveau donc, du parti. Vous avez désigné le président Akinatore comme candidat pour la présidentielle. Est-ce que c'est la démocratie n'a pas porté un petit coup au sein du parti? Au parti CDS. Non. Voilà, nous, notre démarche a été tout autre. Avant de parler de candidature de notre leader, nous avons d'abord pris contact avec beaucoup d'autres mouvements. Le CDS seul ne peut pas porter notre président au perchoir. Pas du tout, ça nous en sommes conscients. C'est pour ça que nous sommes allés à la rencontre des autres forces. Et nous avons tenu un conseil national. Et les forces dont il s'agit sont venues se prononcer. Prononcer leur soutien en notre faveur. Et on n'a pas encore tenu le vrai meeting où le candidat même va se présenter au peuple. Il y a un meeting où toutes les forces, tous les mouvements, tous les hommes politiques qui sont derrière nous vont sortir devant le peuple. Et c'est à ce jour-là que la candidature du président Akinatore sera mise à la disposition de tout le peuple. Mais avant ça, nous sommes en train de travailler pour qu'on ne recule pas. C'est ça. Oui.
Alors, il y a M. Anselme qui parle bien sûr de la popularité du ministre Akhenaton. Il y a quelques petits problèmes au niveau du village Novi Doré, je crois que c'est ça. Hein? David Devin. Voilà, exactement. Oui, quand il a parlé, j'ai commencé à avoir des soucis parce que David Devin, c'est un arrondissement de la commune de Saint-Ando. C'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne peut pas. S'il y a problème, je suis très sûr que le ministre, bien l'honorable Aké, tout de suite, s'il n'est pas informé, en descendant ici, j'irai chez lui pour lui porter l'information. Et il va descendre au plus tôt. Il peut même inviter le maire pour comprendre réellement ce qui se passe. Nous allons le calmer. Il n'a qu'à prendre son sang-froid. Je n'ai pas son numéro. Sinon, arrivé là-bas, je peux même tenter de l'appeler pour que lui-même explique clairement ce qui se passe. Il n'y a que lui pour dire ce qui se passe réellement. Voilà. Alors, le retrait donc de l'honorable Janvier Yavedou. Le retrait de... J'ai tout à fait, oui. Il a pris l'émission au vol, c'est une bonne chose. Et nous saluons ce retrait et nous respectons également ce retrait. Et nous disons à notre frère, notre grand frère, moi, Mathias, j'invite l'honorable Yavedou à faire favoriser la candidature de son jeune frère Akhenaton sur le terrain. Parce que nous partageons pratiquement le même électorat dans le Bénin. Je ne dis pas à Goné. Donc, on doit aller vers lui. Voilà. C'est des concessions avec lui. Alors, M. Niquez parle de dissidence de Akhenaton par rapport aux forces corruptes pour les Bénin émergents. Pourquoi se précipiter pour annoncer sa candidature alors que, justement, au niveau des FCB pour les Bénin émergents, on n'a pas encore organisé un congrès pour désigner un candidat pour les élections prochaines? Je crois que c'est Niquez, non? Oui, c'est ce qui est agité dans l'opinion publique. Oui. Et c'est ce que les journalistes, vous vous souvenez, ça fait partie des toutes premières questions que vous m'avez posées. Oui. C'est totalement faux, le contraire. Akhenaton n'est pas contre l'alliance FCB. Même si vous êtes intelligent, vous avez une certaine capacité, vous êtes dans un groupe qui veut s'avérer, il vaut mieux sauver le groupe que de le voir périr. C'est ce qui se passe. Et quand il a vu la lenteur, l'indécision venir, c'est contre le groupe. C'est contre le groupe. Et il n'a pas claqué la porte. Il est allé rencontrer le chef pour lui expliquer son intention. Tout à fait, oui. Le chef aussi, un bon connaisseur, un bon expérimenté, n'a pas été catégorique pour dire « je ne veux pas ». Le chef n'a pas dit ça. Et ça permet de confirmer ce qu'on appelle l'autonomie de chaque force politique. Chaque force politique a une certaine autonomie. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une alliance qu'il faut enchaîner tout le monde à dire ce qui n'est pas, en fait, la solution réelle. Si aujourd'hui tout le monde se réunit pour dire voici à 3 mois des élections, voici le candidat que nous avons choisi. Comment celui-là, même s'il a le soutien de tout le monde, comment il s'est préparé depuis 1 an? Comment un candidat choisi à 3 mois peut répondre aux planifications de depuis 2 ans, 1 an pour faire réussir tout le monde? C'est ce que l'honorable Akhenaton a vu. Il a vu que si on ne fait pas vite, on va souffrir d'impréparation. On va choisir le candidat. Pas les primaires, bien sûr, mais il va lui manquer beaucoup de choses. Même si tout le monde venait à le soutenir, lui-même n'aura pas la préparation qu'il faut en lui-même. Et ça va créer défaillance. C'est pour ça qu'il a commencé un bon averti. Il a commencé par sauver le groupe. Il n'est pas contre la FCB. Il a commencé par sauver le groupe pour certainement devenir l'officier de réserve du groupe. Akhenaton n'est pas du tout en dissidence. Pas du tout. Il y a des gens qui l'agitent un peu pour montrer qu'il est contre FCB, il a sorti du FCB. Non. À l'Assemblée, il vote FCB. Il fait tout dans le compte FCB. Mais comment on dit qu'il est dissident, il est pagaille? Non, il n'est pas pagaille. Voilà. Nous allons très rapidement, puisqu'il nous reste encore 2 minutes. Le problème des jeunes, l'argent tourne la tête aux jeunes actuellement. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement par rapport à ça? Je crois que c'est la question que l'auditeur a posée. L'argent. Oui, voilà. L'argent tourne. Je sais ce qu'il veut dire. Et que si on ne prend pas garde, l'argent va détourner les jeunes à aller faire de mauvais choix. Je pense que là, on va les sensibiliser pour venir à bout. Il y a le problème de PPAD, mandat d'arrêt contre les présumés coupables et autres. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Les malversations, quand ça me vient à l'oreille, un peu comme vous l'avez, on l'a souligné maintenant au niveau du concours des APE, il suffit seulement, si quelqu'un a commis un crime économique,
la loi permet de le poursuivre des années après. Même si aujourd'hui, quelqu'un a commis un crime et qu'on n'arrive pas à le juger, c'est sûr que un jour viendra où les vérités vont naître. Moi, je ne peux pas dire que affaire PPA, c'est telle personne qui a volé, il a fait ceci, on doit le tuer, on doit l'emprisonner, on doit l'enfermer. Mais nous avons désormais une institution forte. Nous n'avons plus des hommes forts. Si on estime que c'est le président Yahya Boni qui protège, malgré sa bonne foi, de saisir l'Assemblée à son sujet, si on estime que c'est le président Yahya Boni qui protège quelqu'un, tout à l'heure, le président Yahya Boni va laisser le pouvoir à un autre. Et celui-là, l'institution, il sera à la tête à nouveau de la même institution. Donc, comptons sur nos institutions. Moi, je ne vais pas m'accrocher à un homme pour faire mon débat. Voilà. Alors, M. Kouki dit, pourquoi ne pas attendre de chrono? Je crois que vous avez déjà répondu donc, à cette question. Maintenant, en dernière position, il parle de microcrédit. Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est pas une insulte? Non, c'est pas du tout. Non, ça, si comprend ça comme ça, je m'excuse beaucoup. C'est pas de l'insulte. Je ne peux jamais insulter le président Yahya Boni. Jamais et au grand jamais. Parce qu'il a beaucoup fait pour ce pays. Il a beaucoup fait pour ma région Agoni. C'est pas ce que j'appelle papa bonheur là. C'est des gens qui arrivent à tromper ceux que le président a mis sur les systèmes de microcrédit et ils prennent l'argent. Donc si on n'est pas fort là, les gens viennent tromper la vigilance des structures en charge pour ramasser les sous. Les gens vont acheter des véhicules au lieu d'investir dans les systèmes, dans des activités génératrices de revenus. Donc si vous prenez l'argent de l'État et que vous allez faire des choses, vous allez faire la vie avec ça. C'est comme si vous portez une insulte, c'est comme si vous dites que c'est papa. C'est exactement ce que je voudrais souligner. Voilà, monsieur Mathias Dancy, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission parce que là, il est 10h29 dans nos studios. Vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. D'abord, je vous remercie beaucoup. D'abord, c'est la première fois que je viens dans votre studio pour l'effort que vous faites, tous les équipements. Je demande à toutes les forces de vous soutenir parce que vous êtes la voix des sans-voix. Yes, c'est vous qui m'avez permis de dire aujourd'hui tout ce que je peux dire au peuple béninois. Je vous encourage. Je félicite votre patron. Celui qui a pris ses sous pour investir dans une entreprise pareille, je ne sais pas si c'est rentable, mais c'est beaucoup d'argent. Et ensuite, je voudrais demander au peuple béninois de garder le calme que la classe politique est en train d'entretenir. Si la classe politique n'avait pas obtenu ce silence, il aurait déjà des guerres. Je ne dis pas guerre, beaucoup de bruit. Oui. Mais je salue le silence de la classe politique et je demande à tout le peuple béninois de garder ce même silence jusqu'au jour où les forces politiques vont se déclarer. Là, tous les tapages qui se font, hommes d'affaires, candidats à gauche, candidats à droite, là, le verdict sortira des urnes. Et ça ne sera pas sans la classe politique. L'argent, d'accord, mais la classe politique. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Mathias Dancy, deuxième vice-président du parti Le Congrès pour le développement et la solidarité, membre de la coordination des campagnes du candidat Akhenaton, était l'invité des 4 sur table de ce dimanche 22 novembre de l'année 2015. Avec lui, nous avons donc abordé la candidature du président du parti CDS Finagnon, décortiqué le projet de société du candidat pour monsieur Mathias Dancy. Le président Akhenaton sera à Porte-Nouvelle le 6 avril prochain pour prendre le pouvoir des mains, monsieur du docteur Boni Yayi. Merci, monsieur Mathias Dancy, d'avoir été là. Eh bien, la mise en onde était assurée par l'intrépide Roch Bouton-Redo, à la caméra, la charmante Sémiat Yessoufou, présentation Hospice Hueno de Dravo. Merci également à mademoiselle Chantal Sessou pour sa participation à cette émission. Retrouvez la même équipe dimanche prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bon dimanche à vous. Au revoir. Carte sur table.